Voilà, donc retour sur le plateau, comme on dit classiquement. L'état des lieux avec deux invités. D'une part, le professeur Antoine Pellissolo, que vous connaissez, c'est un psychiatre très dynamique. Et il dirige le service de psychiatrie au groupe hospitalo-universitaire Henri Mondor, à PHP, comme on dit maintenant, à Créteil, donc tout près de Paris. Et puis Gaël Slimane, qui est président et cofondateur d'Odoxa, et c'est lui en fait qui a réalisé ce sondage dont on va parler maintenant. Alors, je parlais tout à l'heure des chiffres qui n'arrêtent pas d'augmenter, qui avaient justifié en fin de compte cette notion de grande cause de santé publique. Cette notion de grande cause, en fait, elle est incontestablement reconnue par un certain nombre d'experts, que ce soit des acteurs de terrain, que ce soit des médecins, que ce soit même des maires, puisque vous savez que cette grande cause, eh bien, il va y avoir 3 pilotes dans l'avion. Elle est encore à ses débuts, elle est encore un peu balbutiante, mais elle est pilotée par 3 personnes qui seront Angèle Malatre-Lansac, qui est déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale, Daniel Fasquelle, qui est le maire du Touquet, et puis pour la partie scientifique, par Michel Lejoyeux, professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université Paris-Cité. Et c'est un choix de grande cause nationale qui paraît ô combien légitime pour Michel Lejoyeux. Indiscutablement, la santé mentale est une cause nationale. Nous assistons à une explosion de la fréquence et de la sévérité des troubles mentaux aujourd'hui. Pour vous donner quelques chiffres simples, les urgences, de manière très grossière, mais ont multiplié par 2, donc le nombre de patients psychiatriques vus aux urgences a été multiplié par 2, et il y a quelques années, il y a mettons une dizaine d'années, on hospitalisait un patient sur 10. Aujourd'hui, 6 patients sur 10 sont hospitalisés. Donc, de plus en plus de patients, de plus en plus graves et de plus en plus jeunes. Donc, ce sujet de la psychiatrie et de la santé mentale, de toute façon, s'impose à nous, quelles que soient les annonces qui peuvent être faites. Donc, il me paraît tout à fait en phase avec la réalité clinique et la réalité du terrain, que soit aujourd'hui reconnu comme grande cause ce sujet de la santé mentale. Il faut que la santé mentale avance sur 2 jambes, comme toute la médecine. Une jambe qui est celle de la prévention, j'évite l'arrivée des maladies par des actions populationnelles de santé mentale, et une jambe de soins. Aucune des deux ne doit être négligée. Et dans le soin, n'oublions pas les plus exposés des patients et des soignants. Je pense aux urgences, je pense à la psychiatrie publique, je pense au secteur, je pense aujourd'hui aux psychiatres qui sont de garde à l'hôpital et qui sont confrontés à des malades nombreux en situation de grave précarité et mentale et physique et sociale. Voilà, on peut donc espérer que cette grande cause nationale va fonctionner à plein régime et que surtout des actions de terrain seront extrêmement nombreuses et fréquentes. Alors, peut-être avant de donner la parole à Gaël sur le plan des chiffres, je voudrais quand même poser une question à Antoine Pellissolo. Pour une fois, tous les instituts de sondage, tous les résultats, c'est pas toujours le cas quand il y a des élections, mais là, en compte, tous les chiffres convergent. On dit en particulier que la Covid a été un phénomène accélérateur important. Est-ce que cette tendance, elle existait même avant? Est-ce qu'en fin de compte, ce problème, il évolue depuis un certain temps, à bas bruit, de façon silencieuse, on s'en est pas rendu compte, mais vraiment, ce problème, il vient pas uniquement du Covid? Alors déjà, bonjour et merci de l'invitation. Pour répondre rapidement, je dirais oui. La réponse est oui, c'est-à-dire que on s'en était rendu compte en tant que professionnel de terrain d'une hausse au moins des besoins de soins, parce qu'il y a toujours 2 phénomènes. Il y a la réalité des souffrances et puis il y a l'accès aux soins. Et on sait qu'entre les deux, c'est pas toujours fluide, notamment du fait des difficultés d'accès aux soins. Mais clairement, depuis, on situe ça depuis environ une dizaine d'années, notamment chez nos collègues de pédopsychiatrie, donc qui s'occupent des enfants et des adolescents, ils faisaient face déjà à un début qu'on a appelé de vague ensuite, mais en tout cas des débuts d'augmentation, et dans toutes les populations également, avec, moi je pense, des facteurs conjoncturels qui déjà avant le Covid, parce qu'évidemment la pandémie ça a été majeur, mais on a eu des périodes, notamment des attentats, on est passé ensuite à autre chose, mais c'est quand même une période qui a violemment quand même brutalisé toute la population. Il y a eu des crises sociales, enfin on a eu une accumulation depuis 10 ans en fait, quasiment annuellement de nouvelles grandes crises, et tout ça, ça a un impact. Et puis après, il y a sûrement aussi des changements de fond sociétaux, qui ne sont pas que liés aux événements, qui probablement fragilisent la population à ce niveau-là.
Avec cette notion quand même de changement sémantique qui est de dire il y a les maladies psychiatriques qui font peur, on pourra en parler tout à l'heure, en effet c'est un petit peu ce qui inquiète, avec cet élargissement, avec ce terme beaucoup plus global de santé mentale. Et donc là on touche à des choses où en fin de compte on n'est pas vraiment sur des malades au sens propre du terme. Ben voilà, c'est tout l'enjeu, et je crois que c'est l'enjeu au moins de la grande cause de poser ces questions-là, en effet, d'en débattre, parce que, comme disait mon collègue et ami Michel Dejoyeux, il y a les deux aspects, et comme pour la santé globale, il y a la prévention, la bonne santé, on va dire la bonne santé globale, dont psychique, de tout le monde. On est tous concernés, on a tous une santé mentale, c'est un peu l'expression maintenant courante, qu'il faut voilà, travailler, se préserver du mieux possible. Et puis dans certains cas, et c'est pas des cas, on va voir, minimes, c'est 20%, 20-25% de la population, donc qui peut être en plus à certains moments, pas forcément toute la vie, mais confronté à ce qu'on appelle des troubles de santé mentale ou des maladies mentales. Mais par exemple, la dépression, ça en fait partie. Donc, c'est pas du tout quelque chose c'est pas des extraterrestres qui souffrent de ça. C'est une partie d'entre nous. Et en tout cas, tout ce qui peut être fait pour, globalement, la santé mentale va être utile à toute cette population. Donc ça, c'est quand même... et ce que vous évoquiez sur la nutrition, par exemple, en fait partie. Donc vraiment, il y a un ensemble de choses vraiment partagées par tous. Et puis, c'est vrai qu'il faut en plus, et nous, on va insister là-dessus, je crois que mes collègues le referont dans cette matinée, sur les besoins spécifiques de la psychiatrie pour soigner les troubles psychiques, notamment quand ils sont sévères, résistants, et toutes les situations, notamment que décrivait Michel Dejoyeux sur les urgences. Donc il faut peser dessus aussi. Mais il faut peser sur les deux aspects parce que ça c'est bénéfique pour l'ensemble de la population. Merci beaucoup. Alors, Khalil Slimane, le moment est venu. Le moment est venu de faire parler les chiffres. Tous les Français et Françaises que vous avez interrogés, qu'ont-ils dit ? Alors, je vais dérouler la présentation des enseignements clés que cette étude que nous avons réalisée ensemble pour la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille. J'espère que ça défile à l'écran. Voilà. D'abord, un point de méthode. L'enquête, elle est toute récente, hein, elle a été réalisée à la toute fin du mois d'octobre dernier. Elle porte sur plus de 2000 Français, donc un échantillon représentatif de la population nationale, et au sein desquels on a aussi été chercher, regarder ce que nous disait un échantillon solide de 870 personnes qui sont concernées ou ont été concernées par un problème de santé mentale, et on va le définir par la suite. Alors d'abord, peut-être, et puis on échangera ensemble sur ces premiers résultats, un état des lieux sur la santé mentale aujourd'hui. Vous l'avez dit dans les interventions qu'on a pu entendre, c'est un problème qui concerne de très nombreux Français et en l'occurrence, on a un sentiment qui est très généralisé dans la population que les problèmes de santé mentale se sont bien accrus depuis ces dernières années, et notamment depuis la période Covid. Ça, c'est une perception, hein. C'est ce que pensent les gens. Ils sont 80%, nos concitoyens, à être persuadés que ces problèmes se sont accrus depuis le Covid. Ensuite, derrière la perception, il faut voir où est la réalité. Et le professeur Pellissolo l'a rappelé, la réalité, c'est qu'on a aujourd'hui, en gros, 40% des Français qui nous disent être atteints en ce moment ou avoir déjà été atteints au cours de leur vie par un problème de santé mentale. Quand on regarde ceux qui vivent cette expérience de manière récente, on est autour de 17% qui l'ont vécu dans l'année écoulée et à 26% depuis le Covid. Donc le point qui est mis en avant aujourd'hui est exact. On est bien à la fois sur un problème qui préexistait évidemment au Covid. 40% de la population atteinte, ça veut dire que 13% des Français étaient atteints avant le Covid, mais ça s'est accéléré depuis, de manière assez vertigineuse, avec un quart de la population qui est concernée depuis le Covid. L'autre élément intéressant que vous voyez sur ce graphique, c'est finalement la ventilation de ce problème au sein de la population. Vous avez un problème qui affecte particulièrement les jeunes. Plus on est jeune, plus on court de risque d'être affecté par un problème de santé mentale, ou en tout cas, on est capable de l'identifier, puisque c'est un autodiagnostic, si j'ose dire, avec 55% des jeunes, des 18-24 ans, qui nous disent être touchés. Et puis, vous avez un gradient sur le milieu social, ça a été dit aussi, ou évoqué, là, on le voit de manière assez patente, hein. Pour faire simple, entre les foyers les plus riches, les plus aisés de la population et les foyers les plus défavorisés, les catégories les plus populaires, on a 20 points d'écart
en termes d'exposition à des problèmes de santé mentale. Enfin, on a voulu savoir où en étaient les gens aujourd'hui. Comment perçoivent-ils leur santé mentale à date? On a 39% de nos concitoyens qui nous disent être dans un état de santé mentale très bonne ou excellente, ce qui est bien. 15% nous disent que leur état de santé mentale aujourd'hui, il est médiocre ou mauvais. Et à chaque fois, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez vu sur le graphique, dans les gradients, il y a aussi des différentiels hommes-femmes qui sont importants. Les femmes sont plus touchées, plus concernées que ne le sont les hommes. Un premier commentaire peut-être, Antoine Pellissolo. Bon, ces chiffres ne vous surprennent pas. C'est peut-être la distinction en termes d'âge et de sexe qui se confirme ? Ah oui, absolument. Et ça s'est vraiment confirmé, voire amplifié, en effet, depuis ces dernières années. Il y a 3 déterminants majeurs. L'âge, en effet, c'est la tranche. Alors, ça dépend des types, des méthodes, mais dans notre pratique, c'est 15-25 ans. Enfin, en tout cas, cette tranche principalement fin d'adolescence, début d'âge adulte, où il y a vraiment une augmentation vraiment très forte. Vraiment, sur le terrain, c'est pas des détails, hein, c'est vraiment massif. On a doublé le passage aux urgences, par exemple, dans cette tranche d'âge sur les années Covid, avec des pathologies qui sont maintenant autour de la dépression, ce qui semble ressortir quand on... Alors, c'est des sondages, hein, évidemment, qui ne sont pas les mêmes, qui n'utilisent pas les mêmes outils que nous, on a en clinique, enfin, dans notre pratique, mais ça se rejoint. Les 15% à peu près de la population actuellement en souffrance, c'est plutôt de la dépression. Enfin, c'est ce type de symptômes. Pendant le Covid, c'était beaucoup de l'anxiété. On peut comprendre. Au début, on s'interrogeait beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, malheureusement, ceux qui ont été percutés, ils sont encore dans des états dépressifs. Donc, 15-25 ans. Les femmes, beaucoup plus que les hommes, c'est clair. Enfin, les jeunes filles, les jeunes femmes, ensuite, femmes, hommes, c'est... Alors, ça a toujours été, il y a toujours eu un différentiel homme-femme sur tout ce qui est état anxieux et dépressif. Mais là, l'augmentation s'est fait beaucoup chez les femmes. Et puis, comme vous disiez, le troisième déterminant, on le connaît aussi, hein, ça a toujours été, mais qui se confirme, c'est l'environnement de vie, le niveau socio-économique. Et je pense beaucoup, en fait, le lien social aussi derrière, qui est souvent très altéré, dans des quartiers, dans des familles, dans des milieux défavorisés, comme on dit, mais ça recouvre beaucoup de choses. Donc les points ce qu'on appelle nous des facteurs de risque, on les connaît, et clairement, là, les chiffres confirment ce qu'on a à la fois sur le terrain et dans des études épidémiologiques, c'est-à-dire quand on mesure vraiment des diagnostics, on arrive à peu près 15%. Là, en ce moment, ça a été fait beaucoup depuis le Covid par Santé publique France, avec des outils qui rejoignent un peu ce que vous avez pu faire. On a autour de 15% actuellement de la population qui a des symptômes dépressifs, voire des dépressions constituées. Et sur la vie entière, comme on dit, sur l'existence, c'est au moins 20-25% d'antécédents dépressifs. Alors pour aller plus loin, on s'est posé la question des causes quand même, des causes et des conséquences, parce que c'est ça aussi la vraie problématique terrain. Absolument. Je vous ai vu, je suis revenu juste sur un slide pour dire quelque chose d'important. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. On réalise un baromètre santé 3 fois par an avec la chaire santé de Sciences Po et la MNH, et on suit l'état de santé des professionnels de santé. Dans la dernière livraison, le mois dernier, on avait 57% des soignants qui disaient être atteints en ce moment ou avoir été atteints par un problème de santé mentale. C'est une vingtaine de points de plus quasiment que la population générale. Je voulais juste préciser cela, Alain. D'ailleurs, c'était une des préoccupations de Michel Lejoyeux, qui a bien cité ça, parce que c'est vrai qu'il est en première ligne pour ça, et comme vous d'ailleurs. Oui, et notamment les soignants en psychiatrie, parce que je pense que là, ça recoupe l'ensemble des soignants. Et bien aux urgences. C'est des métiers très exposés, on sait bien. Gaël. Alors, les problèmes de santé mentale, pour répondre à votre question, à quoi tiennent-ils ? À 2 choses principalement. Quand on a posé la question aux personnes qui nous disaient avoir été atteintes par ces problèmes, on a détaillé les différentes catégories d'explications. Ça s'explique par de la situation personnelle ou un trauma personnel. Vous voyez qu'on a 45% qui nous disent c'est lié à ma situation personnelle, 31% c'est lié à un traumatisme personnel, et comme vous comptez bien, vous avez vu que 45 plus 31, ça fait 62%. Pourquoi ça fait 62 ? Parce qu'on peut avoir donné plusieurs réponses possibles, et donc avoir à la fois répondu c'est lié à un traumatisme personnel, et puis c'est plus globalement lié à ma situation personnelle. C'est pour ça que vous voyez que ça fait 62. Ça signifie qu'il y a 62% des personnes atteintes qui citent quelque chose qui relève de
leur vie personnelle pour expliquer leurs troubles de santé mentale. Mais quand même, dans les causes qu'on évoquait tout à l'heure, et ce qui a été dit par le professeur Pellissolo, il y a un élément qui est important dans l'évolution de la société, c'est le travail. On a 45% des personnes qui ont été concernées par un problème de santé mentale qui nous disent bah, c'est lié à mon travail ou à mon équilibre vie pro, vie perso. Et vous voyez que 45 plus 62, ça fait plus de 100. Ça veut dire qu'on a aussi assez souvent des conjonctions de facteurs, à la fois des causes personnelles, mais aussi des stress professionnels qui peuvent être les déclencheurs de ces problèmes de santé mentale, avec, sur les causes professionnelles, une présence, une prévalence un peu plus forte chez les catégories supérieures et les cadres notamment. Les conséquences, on enchaîne sur la... Alors les conséquences dans la vie de tous les jours... problème. Les conséquences dans la vie de tous les jours de ces problèmes, comment ça se manifeste? Bah d'abord par des problèmes de fatigue et de manque de sommeil. On a 64% des personnes concernées qui nous disent qu'elles se sentent tout le temps fatiguées et 56% qui nous disent qu'elles ne dorment pas bien. Elles ont tendance aussi à se refermer sur elles-mêmes pour 53% d'entre elles. Et puis, on a aussi des conséquences sur la vie sociale, la vie dans sa famille, avec son entourage. Et on a 37% qui nous disent qu'elles peuvent se montrer extrêmement colériques, voire violentes, ou parfois, tout au contraire, complètement apathiques. Et enfin, il y a des conséquences aussi sur la nutrition et le fait de mal s'alimenter. Sur les éléments qui sont intéressants à voir quand on est concerné par un problème de santé mentale, bah, c'est de ne pas hésiter à en parler. Et déjà d'en parler évidemment à un professionnel, à un médecin, à son médecin, ou à un psychologue, ou un psychiatre. On a une majorité des personnes qui ont été concernées par ces problèmes qui l'ont fait, mais ça n'est que 56% qui en ont parlé soit à leur médecin généraliste, soit à un psychologue, soit aux deux. On en parle aussi à sa famille, mais seulement pour une personne sur deux, 49%, qui en parle à des familles, à de l'entourage, à des amis, et on en parle beaucoup moins à ses collègues de travail ou à d'autres personnes. Quand même, on a une personne sur 5 qui nous dit avoir été affectée ou être affectée en ce moment par un problème de santé mentale, qui n'en parle strictement à personne et qui n'échange pas du tout à ce sujet. Et ces problèmes de santé mentale, ils ont aussi des conséquences plus globales sur la santé des personnes qui sont atteintes. On a 61% des personnes qui sont concernées qui nous disent que ça a eu des répercussions négatives plus globales sur leur état de santé général. Et encore une fois, on a des gradients, des différentiels très importants, notamment liés aux revenus des personnes interrogées. Dans les foyers modestes, c'est bien plus marqué, une vingtaine de points de plus que dans les foyers les plus aisés. Et les femmes sont nettement plus touchées aussi par ces conséquences, ces répercussions sur leur état de santé général. Antoine Pellissolo, on a vu les plaintes, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous constatez en consultation. Et avec, j'allais dire, le prolongement, le psychiatre ne fait plus peur, on vient lui en parler? J'espère. Non, alors c'est un vrai sujet, hein, l'image qu'on se fait des troubles psychiques et éventuellement des professionnels, et la parole autour de cela. Alors clairement, un des progrès, alors qu'il y a malheureusement des contre-coups derrière, mais le progrès, c'est effectivement qu'on en parle plus. Pas encore assez, vous l'avez dit, il y a encore beaucoup de tabous dans certains cas, mais le fait qu'on ait ouvert un peu la parole, notamment pendant la pandémie. Les chiffres que vous disiez, voilà, on peut voir le verre plein ou vide, mais clairement, moi j'ai été surpris, 56% qui en ont parlé à un professionnel, notamment psychiatre, psychologue. Je trouve qu'il y a 10 ans, on aurait eu beaucoup moins. Enfin, je pense, hein, je n'ai pas les chiffres précis, mais on aurait eu beaucoup moins, donc c'est quand même un grand progrès. Il reste beaucoup à faire, mais c'est un grand progrès. Et alors, la contrepartie, je vous disais, c'est que malheureusement, il faut que nous, on soit en capacité de répondre à ces sollicitations. Et on sait que ce n'est pas vraiment le cas suffisamment. Mais en tout cas, il y a toute une génération, et j'ai vu dans les médias, certains commencent à parler de génération psy, c'est-à-dire les jeunes dont on parlait tout à l'heure, adolescents et jeunes adultes, pour qui c'est plus un problème de parler de ces troubles psychiques même, dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Pour qui, donc vraiment, ils assument le fait qu'on peut aller mal et qu'on peut en parler. Donc ça, c'est quand même un progrès, parce que c'est quand même la première condition pour ensuite se faire aider et éventuellement en parler. Alors, il n'est pas obligatoire d'en parler à ses proches ou en tout cas à des amis, évidemment, c'est des choses qu'il faut adapter. Mais en tout cas, se dire que
il n'y a rien de tabou, il n'y a rien de honteux. Ce ne sont pas des maladies honteuses, ce sont des maladies comme les autres, comme on dit, en tout cas sur cet aspect-là. Je crois que c'est un gros progrès. Et après, bon, les conséquences, l'autre point qui me paraît majeur, et c'est bien d'avoir mis en avant, c'est que ce n'est pas la santé mentale d'un côté et la santé physique de l'autre. On voit bien, ça, les chiffres le montrent bien, que les répercussions, c'est sur l'état général. Le sommeil, par exemple, ça altère aussi bien le moral que le physique, par définition. Donc, vraiment, il faut cette vision globale, d'où l'importance notamment des médecins généralistes, parce que, vous l'avez noté, ils sont les premiers interlocuteurs, évidemment, et leur formation, et le temps qu'ils puissent avoir pour prendre en charge ces aspects très intriqués entre le corps et l'esprit. Voilà pour les chiffres, voilà pour les plaintes. Et que fait la police ? Alors la police, elle a dit qu'elle allait s'en occuper, que c'était une grande cause nationale, donc elle agit. Mais est-ce que les Français le pensent? Est-ce qu'ils ont réalisé que c'était prise en compte par les pouvoirs publics, par l'État? Eh bien la réponse est non. On a les 3/4 des personnes interrogées, à peu près, là on a interrogé l'ensemble des Français, 72% nous disent que l'État ne se préoccupe pas suffisamment de ce sujet. Les personnes les plus concernées, celles qui nous disent avoir déjà été concernées par des problèmes de santé mentale, sont encore plus nombreuses à le penser. Elles sont 82% à le dire. Et celles qui sont davantage concernées que les autres, c'est-à-dire les femmes qui le sont sensiblement plus que les hommes, pensent aussi que l'État n'en fait pas suffisamment. Alors on reposera la question peut-être l'année prochaine, on verra si les gens ont le sentiment que des choses ont été faites depuis. On peut l'espérer. Justement, Antoine Pellissolo, est-ce que vous pensez qu'une grande cause nationale, ça peut vraiment changer les choses concrètement, hormis les effets d'annonce qu'on connaît, hormis l'organisation qui est possible? Est-ce que vous pensez qu'individuellement, les Français et les Françaises vont se dire, voilà, ça y est, maintenant j'ai des interlocuteurs, je connais le système, je connais le circuit, je ne suis plus tout seul? Il faut espérer en tout cas que ça soit un coup d'accélérateur là dans le bon sens, à la fois pour la diffusion. Je crois que ce que vous faites là aujourd'hui est remarquable, et cet objectif-là vraiment d'ouvrir les discussions sur ces sujets pour que ça soit un sujet commun, partagé, avec des connaissances. Donc je crois qu'un des gros piliers de la grande cause, c'est vraiment de diffuser les connaissances, ce qu'on appelle un peu la culture commune, la littératie autour de la santé et donc de la santé mentale en l'occurrence. Et ça, j'espère qu'on va avancer, parce qu'on part de tellement bas de toute façon qu'on va avancer. Là où nous sommes, nous professionnels, plus inquiets, c'est sur évidemment les moyens, encore une fois, pour la psychiatrie et tout ce qui en découle, parce que je vous parlais de la médecine générale, évidemment c'est un ensemble, mais autour des troubles psychiques et des traitements, où là on connaît le contexte en plus économique actuel, où ça ne va pas être simple, mais notre volonté c'est quand même qu'il y ait en plus de la grande cause un programme. Il y a eu des plans cancer, il y a eu des plans Alzheimer avant, et nous le modèle qu'on a en tête c'est ça, un plan psychiatrie pour en plus accompagner les structures de soins. On comprend bien le problème des sous. Actuellement, il n'y a pas que la psychiatrie, semble-t-il. Peut-être aussi sur le plan de la déstigmatisation, parce qu'en fin de compte, les mots vont être importants. Oui, c'est vraiment faire connaître. Je pense qu'il y a toutes les représentations qu'on a historiquement sur la folie, sur des choses qui sont parfois dures et qui sont repoussoires. Et c'est ça qui fait le frein à sa propre auto-analyse et ensuite à une démarche d'aide. Donc ça, j'espère qu'on va contribuer collectivement à casser ces imageries. Bon, il y aura toujours une partie particulière, enfin quelque chose de très spécifique à la santé mentale, mais je pense qu'on peut dépasser ça. Je vous le disais, c'est le cas chez les jeunes, où clairement, et on compte aussi beaucoup sur ce qu'on appelle les personnalités, les people, qui osent aujourd'hui parler de leur dépression, de leurs problèmes psychiques, et c'est vraiment là aussi un très bon moteur pour l'identification et la circulation de la parole. Voilà, je sais que vous êtes en train de poser plein de questions, on va les distiller un petit peu sur l'ensemble. Peut-être Jean-Michel Le Serre, une remarque ou une question? Oui, à ce stade, j'ai deux questions qui se posent et qui me viennent à l'esprit. La première, c'est quelle est la transition exacte entre un problème de santé mentale et une maladie mentale? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que c'est une porte d'entrée? Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi se poser, parce qu'il n'y a pas forcément des barrières entre les deux. En tout cas, je pense qu'il faut y réfléchir. Et la deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est quelle est la perception et la réalité de l'interaction entre des facteurs externes et des facteurs internes. Les gens ont toujours un petit peu du mal à savoir faire la part des choses. Quelle est la part de l'isolement, quelle est la part de conditions socio-économiques que vous avez soulevées, et puis quelle est la part de problèmes réels qui sont propres à la personne. Et je pense que là aussi, il y a sans doute une réflexion à continuer à avoir. En tout cas, ce qui apparaît nettement,
c'est que cette santé mentale est un problème de société, hein, qui ne l'était pas autant auparavant, alors que on a pu aussi traverser des périodes qui étaient difficiles dans le passé. Donc voilà, moi, les questions que je me pose aujourd'hui, j'espère qu'on pourra y répondre tout au long de la matinée. On va déjà demander l'avis d'Antoine. Oui, enfin, je pense qu'il y aura d'autres interventions qui permettront d'avancer, mais clairement, ce sont des questions fondamentales en termes scientifiques, hein, notamment, de compréhension. Et si je veux faire simple pour amorcer, tout ce que vous avez dit, en gros, est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de facteurs. En fait, il y en a une infinité, c'est ça qui rend les choses complexes dans l'analyse et dans la recherche, mais il y a des facteurs individuels, certains on sait génétiques notamment, enfin en tout cas transmis d'une certaine manière, sur lesquels il y a une vulnérabilité donc pour certaines personnes. Déjà beaucoup de personnes sont concernées, et puis il y a en plus les facteurs qu'on a vus, les événements, les stress, les traumatismes, les conditions de vie, donc le lien social encore une fois, qui va vulnérabiliser plus ou moins en plus. Et selon les maladies, il y a un coefficient plus ou moins fort, et selon les personnes, des facteurs plutôt individuels ou plutôt environnementaux, comme on dit. Et vraiment, les deux sont importants. C'est pour ça qu'il faut, là aussi, travailler sur tous ces aspects-là, dans la compréhension et dans l'aide, parce que la solution, elle vient des deux aspects, à la fois de soigner quand il y a une maladie, mais aussi contribuer aux déterminants, notamment sociaux, de ces troubles. Parce que, évidemment, comme vous l'avez dit, des conditions de vie terribles, il y en a toujours eu dans l'espèce humaine, alors, dans l'histoire humaine. Mais ce qui a peut-être, en ce moment, qui a changé, c'est le rapport aux autres, le manque sûrement de ressources, dans certains cas, qui fait que on va mal parce qu'on n'arrive plus à trouver les solutions qu'on avait avant dans la société. Une dernière question pour vous, Gaël. Vous suivez, en fin de compte, ce n'est pas le premier sondage que vous faites, ce n'est pas la première évaluation. Est-ce que vous trouvez quand même qu'il y a des éléments encourageants, ou est-ce que vraiment il n'y a pas de lumière au bout du tunnel? Alors, d'habitude, le sondeur, il ne faut pas l'inviter parce qu'il vous plombe le moral en vous expliquant que tout le monde est très pessimiste. Commence toujours par ça, c'est pour ça. Que tout le monde est très pessimiste. Mais je reviens en arrière sur un slide qui est, et d'ailleurs le professeur Pellissoli a rebondi là-dessus, qui est celui-ci, et qui montre que la santé mentale, on en parle. Je crois qu'à l'époque, ça s'appelait pas Santé publique France, mais l'INPES. Il y a quelques années, on travaillait sur des baromètres avec les gens de l'INPES, et ils évoquaient cette question des problèmes de santé mentale comme devant être testés dans les études qu'on réalise sur la santé des Français. C'était il y a une quinzaine d'années. Et donc, aujourd'hui, je crois que c'est la 3e étude que nous réalisons depuis ces 5 ou 6 derniers mois sur des questions de santé portant sur la santé mentale. Donc ça veut dire que c'est un problème qui est montant, dont on parle de plus en plus, et je crois que le professeur Pellissolo a raison de dire que, mesurant l'impact que peuvent avoir certaines choses sur les Français, l'impact que peuvent avoir des prises de parole de gens identifiés et assumant ces problèmes de santé mentale comme si on avait un problème de santé physique classique, c'est aussi quelque chose qui va dans le bon sens et qui, à mon avis, aidera à ce que la situation s'améliore. Voilà, le débat est lancé. On ne va pas le continuer avec ces orateurs-là parce qu'il y en a d'autres, mais on vous retrouvera tout à l'heure, d'ailleurs, Antoine Pellissolo, sur les regards croisés à la fin de la matinée. Merci en tous les cas à tous les deux. Et puisqu'on parlait de façon prioritaire et les chiffres étaient tout à fait explicites des jeunes, je propose maintenant qu'on fasse le point sur attention, les jeunes, c'est fragile.